Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur notre émission Enquête d'intérêt général, émission politique mensuelle en direct de Radio M, c'est en partenariat avec le média Respublica. Chaque mois, nous recevons des invités politiques pour débattre avec nos journalistes et chroniqueurs des sujets d'actualité et thématiques. Aujourd'hui, le thème sera la lutte des travailleurs sans papier. Aujourd'hui, nos invités sont Aboubacar, Christian et Dominique, qui ont le mérite de se plier à l'exercice pour nous. Bonjour à vous trois. Bonjour, et déjà, merci d'être là ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter. Aboubacar, par exemple. Damed Aboubacar est porte-parole du collectif des travailleurs sans papier de Vitry, délégué des grévistes à Chronopost d'Alfortville. Dominique. Dominique Gilardi. Alors moi, je suis secrétaire adjointe de Sud PTT Val-de-Marne et puis je suis co-secrétaire de l'Union syndicale solidaire Val-de-Marne. Et Christian Choyer, donc animateur du collectif des travailleurs sans papier de Vitry depuis 2008. Merci. Donc nous allons diviser notre émission en plusieurs parties. Nous allons faire une première partie sur la lutte du collectif des travailleurs sans papier et leur soutien à Alfortville Chronopost. Désolé, je bafouille, ça commence mal. En deuxième partie, nous referons un point historique avec le collectif des travailleurs sans papier de Vitry, qui est là, puisque nous avons le pilier historique parmi nous. Et puis, en troisième partie, on verra comment cette question est, ou pas, une question syndicale essentielle. Voilà, mais avant de commencer, une petite chronique. Bon, comme mon co-animateur n'est pas là, c'est moi qui vais me coller à la chronique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la lutte des travailleurs sans papier. Avant de leur donner la parole, quelques données un peu importantes que j'ai trouvées dans l'émission Cache Investigation du 14 novembre, dont le titre est « À qui profite l'immigration ?», émission toujours disponible en replay sur France Télévisions et que nous vous recommandons. J'ai aussi complété avec plusieurs articles parus dans le mensuel Alternative économique. La question de l'immigration est toujours présentée comme un problème par les médias et les discours politiques dominants. Pourtant, elle est loin d'être la préoccupation première des Français. Elle arrive loin derrière les problèmes de santé, de salaire, de pouvoir d'achat, de logement, de transport ou de réchauffement climatique. Essayons tout de suite, pour éviter les faux débats, de répondre à quelques contre-vérités pourtant qui jalonnent les médias. Les immigrés voleraient l'emploi des Français. Il y avait en 2024 551 000 emplois vacants, alors que 90% des travailleurs immigrés, avec ou sans papier, travaillent d'ores et déjà. Cela ne colle donc pas à la réalité. Si ces emplois restent vacants, c'est du côté des salaires, des conditions de travail qu'il faut chercher les responsables. En clair, du côté du patronat et des propriétaires des moyens de production. Ceux-là même qui financent les Darmanin, Retailleau, Le Pen, Zemmour et compagnie. Autre argument avancé par les courants les plus réactionnaires, les immigrés feraient baisser les salaires des autres travailleurs. Là encore, les études économiques montrent que la régularisation massive dans un secteur donné, par exemple le bâtiment, fait monter tous les salaires à tous les échelons du secteur professionnel, donc y compris les cadres. La régularisation des travailleurs sans papier leur permet de mieux négocier leur force de travail et cela profite à l'ensemble des salariés du secteur. Autre fadaise, le grand remplacement. D'abord, rappelons que la France a toujours été une terre de migration. Un tiers des Français ont des ascendances étrangères. En 2021, les travailleurs étrangers représentaient 7,66% des actifs et les extra-communautaires, donc ceux qui ne sont pas de l'Union européenne, 5,24%. C'est beaucoup moins que dans tous les autres pays de l'OCDE, dont la moyenne tourne à 15%. Les expulsions massives, comme celles envisagées par Trump envers les Mexicains, ont déjà été tentées dans le passé. Dans les années 30, il y a eu un rapatriement forcé de nombreux Mexicains. Cela n'a pas revalorisé les salaires des travailleurs états-uniens. En revanche, ça a contribué à déstructurer l'économie aux États-Unis. Même conséquence en France, comme dans les années 30, avec le rapatriement forcé des mineurs polonais. L'immigration est un facteur de croissance économique. Donc le gâteau, si je puis me permettre, augmente et les parts ne diminuent pas. On nous rebat les oreilles sur le fameux appel d'air que des régularisations provoqueraient. Quelques exemples historiques récents. 1986, régularisation massive aux USA. 2005, idem en Espagne, pas d'appel d'air. En Allemagne, 1 million de réfugiés syriens en 2015, 1 million de réfugiés ukrainiens en 2016, pas d'appel d'air, et, même si le terme fait débat, une intégration globalement réussie. En effet, l'Allemagne a mis 23 milliards d'euros en 2023 pour cette politique. Un des arguments avancés contre l'immigration, ce sont les faits divers tragiques et inacceptables, comme le meurtre de Philippines qui aurait été commis par un ressortissant marocain visé par une OQTF. Mais il s'agit d'un féminicide. Donne-t-on la nationalité de tous les auteurs de féminicides dans la presse ? Non, quand il s'agit de natifs, comme on dit, dans les éléments économiques. Un journal allemand régional a décidé de donner la nationalité des délinquants interpellés. Il se trouve que la majorité est allemande. Je parle des délinquants. Depuis, l'extrême droite a reculé électoralement dans ce pays.
Les travailleurs immigrés, avec ou sans papier, sont présents massivement dans le BTP, 35% en Île-de-France, l'hôtellerie-restauration, 13% en Auvergne, les services à la personne, 34% en Île-de-France. Ces secteurs manquent de personnel. Dans les services à la personne, où il y a déjà 25% de travailleurs étrangers, il manque 150 000 personnes. Le refus de régulariser empêche certaines travailleuses et travailleurs d'accéder à un travail vacant dans des secteurs comme dans d'autres. Avec le pic du papy boomer entre 2028 et 2040, il va falloir trouver 800 000 à 1 million de nouveaux salariés rien que dans le secteur du service à la personne. Les fameuses listes de messieurs en tension, sur lesquelles on reviendra, je pense, dans notre débat, ignorent les réalités économiques pour des raisons idéologiques. Par ailleurs, elles oublient les besoins de certains secteurs économiques comme le nettoyage et les plateformes de logistique comme DPD, Chronopost, dont nous allons parler avec les camarades aujourd'hui. Rappelons que pendant le confinement, juste pour finir, ces plateformes tournaient à plein régime pour que nous recevions nos colis. Et là, comme par magie, la présence massive des travailleurs sans papier ne gênait personne, même chez les politiciens xénophobes et démagogues. Alors, on va enchaîner tout de suite. Désolé, je reprends mes questions. J'ai perdu, évidemment. On va tout de suite commencer par les luttes donc, des travailleurs de Chronopost. Peut-être en priorité à toi, Boubacar. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler chez Chronopost quand on est travailleur sans papier, les horaires, les conditions de travail, la paye, etc. Merci Philippe pour cette question. Et bonjour à toutes et tous, et ainsi qu'à tous les auditeurs et les auditrices. Travailler chez Chronopost, avant de rentrer dans le détail, moi je les qualifierais comme l'esclavage moderne. Que ce soit chez Chronopost ou DPD ou même à Arès de Gennevilliers, même n'importe quel boulot. Les vifs du sujet, c'est Chronopost d'Alfortville ou n'importe quel Chronopost. Donc travailler chez ces personnes-là, comment on le fait? Parce qu'on est des sans-papiers d'abord. Ils vont dire comment ils ont pas de papier, ils vont pouvoir travailler. Parce que c'est une vraie question. Parce que, étant sans-papier, on n'a pas l'autorisation, officiellement, on n'a pas l'autorisation de travailler. C'est interdit. Mais sauf que derrière, c'est les mêmes personnes qui font les règles et nous demandent de fournir des preuves de travail pour être régularisés. Comment on arrive chez Chronopost? C'est par une sous-traitance en cascade. Parce que Chronopost, c'est une filiale de la Poste, 100% de la Poste. La Poste sur laquelle l'État est un acteur stratégique. Nous, quand est-ce qu'on a atterri chez Chronopost? C'était après la première lutte de 2019. Parce qu'on parle de la lutte des Chronopost quand même. On peut pas le mettre dans les oublis, comme certains veulent que ça soit le cas. Donc après la lutte de 2019, qui a été une lutte victorieuse, parce qu'il y a eu 73 régularisations, même si j'y étais pas, Dominique et Christian suivaient de très près cette histoire. Christian étant organisateur et organisatrice, bien évidemment. Donc ils y reviendront. Après leur régularisation, Chronopost a senti le besoin d'avoir d'autres personnes qui étaient dans la situation des camarades de 2019, c'est-à-dire d'autres sans-papiers. Donc c'est comme ça, nous sommes atterris chez Chronopost par une sous-traitance via Derichebourg. Derichebourg tous les patrons sont voyous. Mais Derichebourg, c'est un gangster, mais un gangster des hauts vols. Ça veut dire un gros poisson. Il a créé sa propre boîte d'intérim, il a nommé Derichebourg Intérim. Ça interdit, ça s'appelle marchandage. Mais bon, tout le monde laisse faire. Et il y a d'autres boîtes d'intérim qui ont commencé à faire comme lui. Donc Derichebourg Intérim, on voyait à chaque fois, sur notre page Google, les téléphones, tout se passe par téléphone. Derichebourg recrute des manutentionnaires. Inscrivez-vous. Donc vous appelez, ils vous donnent un rendez-vous, vous passez à l'agence. À l'époque, c'était Rangis, péri-séminaire. Donc il disait de venir avec pièce d'identité, carte vitale, un CV et un RIB. Donc on va à l'agence, bien évidemment avec une pièce d'identité. Une pièce d'identité qui n'est pas à nous. Ah oui, puisque... Donc on dit, il n'y a pas de choix. On dit travailler sous alias. Ils vont dire, c'est une usurpation d'identité. Cette usurpation d'identité a été légalisée par la circulaire Valls. Parce que, d'où l'attestation de concordance. Donc l'attestation de concordance que les patrons délivrent permet à ce que les bulletins, les feuilles de paie déjà acquises au nom de l'autre, au nom de l'alias, ils vous reviennent. Donc ça permet de faire le lien entre l'identité que vous avez. Entre votre identité et l'identité de votre alias. Dire que c'est lui qui a travaillé, mais sous cette identité, et voilà sa vraie identité. C'est ça une attestation concordance. Donc on arrive chez Derichebourg Intérim, à Rangis, et c'est moi, quand je m'inscrivais, j'étais même pas parti moi m'inscrire. J'étais parti accompagner un copain qui avait besoin de boulot parce que moi je venais d'arriver de Bretagne.
Donc on est parti, ils ont dit non, on le prend pas parce qu'il habite à Paris. Il est trop loin pour venir à Alfortville. Et moi, je posais la question, et quelqu'un qui habite dans le 91, parce qu'à l'époque, moi, j'habitais à 91, ils ont répondu, si, on prend. C'est moins loin de 91 que Paris. Voilà, et c'est pas logique. Bon. Donc c'était Juvisy, mais pour venir à Alfortville en pleine nuit, ça fait une trotte, hein, parce que À quelle heure vous embauchez le matin? Parce que ça, les auditeurs, je pense, ne s'en rendent pas compte. il faut arriver, c'était en pleine pandémie, hein. Oui. Il fallait que nous arrivions chez Chronopost à 1h du matin. À 1h du matin. Là où les transports fonctionnent très très bien, comme tout. Il n'y a plus de train. Voilà. Il y a plus Donc, de train. moi, pour partir de Juvisy et venir à Alfortville, il faut prendre le bus de nuit, N32, qui va direction Châtelet. Ensuite, moi, je vais jusqu'à l'accord des Chaches, à Thiers. Je descends. Il y a un autre bus de nuit, numéro 71, qui va à Val-de-Fontenay. Et je le prends, je descends à Créteil-Pompadour. Et de Créteil-Pompadour, on marche jusqu'à Chronopost d'Alfortville. Mais ça fait une petite trotte. Je connais un peu le chemin, donc oui, ça fait une balade. Ça fait une petite trotte. Donc, ils ont dit, ils prenaient. Et moi, j'ai donné la pièce d'identité de mon alias, sa carte vitale, son RIB, et les CV. La carte vitale, je l'avais pas. Et j'avais pas les CV non plus. J'ai donné la pièce d'identité et les RIB. Ils m'ont dit, le CV et la carte vitale, j'ai dit, j'en ai pas, physiquement, mais je l'ai dans mon téléphone. Ils m'ont donné un mail en disant, vous pouvez nous le transmettre à ces mails-là? J'ai dit, bien sûr. Je l'ai envoyé, mais avec mon adresse email à moi. Et moi, mon adresse email, c'est mon nom de famille, c'est Dembélé. Oui. Et mon alias, je ne vais pas dire son nom de famille, mais son nom de famille commence par N. Donc en fait, ils savaient très bien que ça se voyait tout de suite que ça ne correspond pas. Parce que moi, mon prénom et mon nom de famille, il n'y a pas N du tout. C'est A ou D. Oui, donc en fait, je résume, on est dans l'hypocrisie. On est dans l'hypocrisie. Officiellement, ils vous demandent une pièce d'identité, mais on sait très très bien qu'au bout d'un moment, ils savent qu'ils embauchent des sans-papiers. Exactement. Et alors moi, je suis désolé, on va le dire aux auditeurs, que j'ai déjà discuté avec vous. Les conditions de travail, par exemple, si tu es sans papier à Chronopost, à Alfortville ou ailleurs, mais on va s'acharner sur Alfortville, on a de bonnes raisons. C'est la même chose que si tu es avec des papiers, tu es traité de la même façon? Ah non, on va y arriver. Quand je me suis inscrit, après, ils m'ont dit, quand il y a une mission, on va vous appeler. On rentre, et le lendemain, la fille de l'intérim, elle m'appelle à 17h. Elle me disait, est-ce que vous êtes disponible pour travailler chez Chronopost d'Alfortville aujourd'hui à 1h du matin? J'ai dit, ok. Et elle m'a demandé si j'avais une chaussure de sécurité et un gilet jaune. J'ai dit, j'ai la chaussure de sécurité et gilet jaune, je peux l'avoir. Il m'a dit, ok, je vous envoie un SMS et vous confirmez votre présence ce soir. Je lui ai dit oui. On a raccroché le téléphone et elle m'a envoyé les SMS. J'ai confirmé. Elle m'a envoyé un lien qui m'envoie à Cofreo pour que j'ai créé un compte et que je m'inscrive pour pouvoir signer un contrat. Mmh. Le contrat, le contrat, ils envoient comme ça. Hein. Donc, je vais sur le Cofreo, j'ai créé mon espace personnel. Donc, j'ai signé le contrat. Donc, j'ai dit maintenant, j'étais à Saint-Denis en plus. J'ai dit, bon, moi, je vais rentrer. Parce que, je sais pas où c'est. D, il faut que je vois avec les transports parce que c'est à 1h du matin. Donc, je rentre, on rassemble tout, je regarde sur le Maps. J'arrive chez Chronopost d'Alfortville. Il m'avait demandé dans les SMS d'amener une pièce d'identité, une chaussure de sécurité et un gilet jaune. Moi, j'arrive avec chaussure de sécurité, gilet jaune, pas de pièce d'identité. J'arrive à la porte, le monsieur, il demande, il regarde, il y a la chaussure de sécurité, il y a le gilet jaune, il me dit, entrez. Oui, donc. Donc, on rentre. Alors, le travail, c'est comment? Et tu l'as souligné tout à l'heure. Pourquoi ces métiers-là sont en tension? Pourquoi personne ne le veut? Parce que les conditions de travail sont horribles. Je l'ai dit au départ, c'est de l'esclavage moderne. On arrive, il m'envoie dans un semi-remorque, rempli de plein de colis. Des colis de 10 kilos, 20 kilos, 15 kilos, et 38 kilos. 38 kilos? Oui, 38 kilos. Des kilos. Et à DPD, c'est pire, mais on va y arriver. À DPD, c'est des colis, c'est des 60 kilos, des 70, des 80. Donc, on ne peut rien à côté. Donc, ils me mettent dedans, ils me disent, vous déchargez, vous mettez sur un tapis qui roule automatiquement en mettant les étiquettes en évidence. Parce qu'il y a quelqu'un au bout de ces tapis-là qui va scanner tout de suite et qui l'oriente vers ceux qui font les tris. Mais t'es tout seul à faire tout seul dedans. T'es tout seul, toi, à décharger? Oui. En semi-remorque et j'ai 45 minutes. 45 minutes. 3 quarts d'heure pour les décharger. C'est-à-dire, il faut rester baissé. Prendre les colis, les poser, poser, en faisant attention parce qu'il y a des alcools pour que les bouteilles ne se cassent pas.
tout en mettant les étiquettes en évidence. C'est une vitesse, moi je dirais même une machine. La machine, elle peut pas suivre. À un moment donné, elle se met en ça, panne. c'est ce qu'on demande plutôt aux sans-papiers. Ah bah oui. Les chargements, vous allez voir dans les camions, il y a que des sans-papiers. D'accord. Et vous allez voir au tri aussi, parce que nous, à la limite à laquelle nous on décharge, c'est à la même limite, et ils sont obligés de trier. Sinon, le colis, ils vont passer. Et le scanner, il est obligé aussi. Mais les plus difficiles, c'est les déchargements ou les chargements, ou même les tris. Donc, c'est ça les plus difficiles. Donc, vous allez avoir, là où beaucoup de colis tombent, il n'y a que des sans-papiers. Là où moins de colis tombent, il n'y a que des personnes en situation régulière. Alors, ceux qui refont les colis déchirés ou les colis qui sont abîmés, ça, c'est des personnes en situation régulière. Ceux qui amènent les camions, ça, c'est des personnes en situation régulière. Ceux qui regardent les machines, quand ça tombe en panne, il faut tout de suite intervenir. Ceux qui regardent l'ordinateur, quand nous, on est trop débordés et qu'on appuie sur le bouton arrêt d'urgence pour se libérer, ça, c'est des personnes en situation régulière. Des fois, c'est des chefs. Et ces personnes-là regardent l'ordinateur. Une fois que vous appuyez, les numéros affichent en disant tel qu'est à appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Et lui, il va tout de suite se diriger vers vous en vous engueulant en disant non, pourquoi vous arrêtez? Il faut continuer à travailler. Allez, vite. Alors moi, je t'écoute bien, je veux dire. Et donc, tu finis par tomber malade avec un boulot comme ça. Ça se passe comment? C'est le rein qui lâche. Mais c'est le dos. Ou c'est ton dos qui lâche. Bon, t'es malade, alors ça se passe comment? Alors, si t'es malade, c'est fini pour toi. C'est-à-dire? Si vous appelez un jour en disant aujourd'hui, moi, je me sens pas bien, je peux pas venir, et vous êtes automatiquement en fin de mission. Ok, donc... Il est dit, si c'est pas vous, ça sera un autre sans-papier. Hein. D'accord, on remplace un sans-papier par... Oui. Vous êtes un robot, vous devrez être en poste. Il n'y a pas d'arrêt maladie. Si vous faites un accident, c'est votre problème, déjà. Le chef, il a dit, pour connaître un sans-papier, c'est pas compliqué. Dès les premiers soirs, vous lui demandez de sauter sur une machine, il saute tout de suite. Alors, l'hypocrisie totale dans l'affaire, c'est que nous, les colis de 38, 40 kilos, on décharge. Mais sauf que les chauffeurs, au-delà de 25, 28 kilos, ils prennent pas, ils disent c'est un colis hors norme. Un colis hors norme, mais ça a été déchargé par une personne. Et lui, il les prend pas. Il les laisse, il dit, moi, je prends pas ce colis-là. Oui, je pense qu'on peut parler d'esclavage, parce qu'en fait, là, c'est ça. il n'y a plus de normes de sécurité. Je suis pas un spécialiste, mais il y a des normes quand même normalement dans les conditions de travail. Donc ça fonctionne pas pour les sans-papiers. Ah non, ça fonctionne pas du tout. Donc vous êtes là, les patrons, ils savent très bien que vous êtes obligé à faire ça. Et lui, il vous tient. Il vous tient par ça. Parce que si vous travaillez pas, contrairement à d'autres qui disent qu'on est venu profiter, tous les tralalalala, parce que nous, en travaillant, on cotise, on paye des impôts. On recharge nos cartes Navigo. Excuse-moi, vous êtes payé combien, par exemple? Chez Chronopost, ouais. Des 10h du matin ou des 2h du matin jusqu'à 7h30, ouais. On est payé à 600 €. Par mois? Par mois. Oui. Si on gagne beaucoup, c'est 800 € par mois. Hein. En y laissant votre santé. Ah bah oui. En plus, ils nous demandent de venir travailler 1 heure seulement les lundis. Vous pouvez imaginer que moi je quitte à JVJ, il y a d'autres personnes qui quittaient Paris. Hein. On a compris. Hein. Ils voulaient juste pas prendre mon copain. Il y a d'autres personnes qui viennent des Massy-Palaiseau. Il y a des gens qui venaient des Massy-Palaiseau pour venir travailler, mais 1 heure les lundis. C'est-à-dire de 5h45 à 6h45. Et alors, si tu viens pas le lundi, tu dis, moi, j'ai trop de transport, 1 heure. Ah non, tu n'auras pas le contrat de la semaine. Ah, ça, donc après, t'es viré, en fait. Oui, c'est... Enfin, t'es en fin de contrat, pardon. Et vous serez en fin de contrat. C'est la partie de chantage. Déjà, pour avoir le contrat de la semaine, il faut accepter de venir travailler 1 heure le lundi. Mais alors, les gens de Chronopost, parce que je suppose qu'il y a des cadres quand même de Chronopost sur l'agence, ils sont pas au courant ou ils sont au courant de votre situation? Ah oui, ils savent très bien. Les chefs d'équipe et même les responsables des Chronopost, ils savent très bien. Parce que des fois, ça arrive qu'on appelle l'autre par son vrai prénom, par son vrai nom de famille. Ah oui, donc ils connaissent votre vraie identité. Ils savent très bien. Ils avaient nos numéros de téléphone et c'est facile de savoir, c'est WhatsApp. Ils avaient surtout notre Snapchat, ils les avaient. D'accord. Il y avait Christian qui voulait dire quelque chose. Oui, il y a une raison, une preuve qu'ils sont au courant, c'est le badge pour entrer. C'est-à-dire, ils donnent des badges au personnel Chronopost et même aux intérimaires Chronopost, parce que la moitié du site est quand même Chronopost, elle n'est pas de Richebourg. Et pour rapport aux intérimaires de Richebourg, quand les intérimaires de Richebourg demandaient le badge pour pouvoir rentrer en arrivant à 3h ou à 4h du matin, ils leur disaient, et c'est Chronopost qui leur disait ça, vos papiers ne sont pas bons.
Donc le résultat de ça, c'est qu'ils étaient obligés d'arriver une demi-heure avant et de profiter qu'il y ait quelqu'un d'autre avec un badge qui rentre. Donc il y avait en gros une 20-25 personnes qui étaient en intrusion. Ça, c'est de l'intrusion sous les caméras tous les jours. Et ça, donc, c'est bien la preuve que Chronopost et le directeur de l'agence Chronopost d'Alfortville étaient bien au courant il y avait que les sans-papiers étaient employés par. Je suppose que Chronopost dit qu'ils sont pas au courant et que c'est de la faute de Richebourg, non? Ils disent ça, mais c'est pour se laver le main. C'est pour ça la sous-traitance ils font recours à la sous-traitance. Et regardez la chaîne de la sous-traitance. Il y a Chronopost, il y a Richebourg multi-services. Après, il y a Richebourg intérim. Et Richebourg intérim qui donne des contrats à d'autres boîtes d'intérim, telles que Mission Intérim et tous les tralalala. Donc, à un moment donné, la chaîne, elle est tellement longue que c'est difficile de pointer les doigts en disant, vous êtes l'employeur, vous êtes responsable. Donc, et comme Christian disait tout à l'heure, exactement, il disait, on vous donne pas des badges parce que vos papiers sont pas bons. Donc, ils le savent. Ils le savent, nous, on venait attendre 20 minutes, 15 minutes devant. Et ça, c'est rien. Parce qu'ils venaient nous chercher, ils ont besoin de nous. Mais à la fin de boulot, on est obligé de sauter les grilles. Parce que vous allez chercher quelqu'un en disant, venez m'ouvrir la porte, il faut que je sorte. Il faut que je rentre chez moi, quoi. Alors, j'ai envie d'interroger Dominique, là, en tant que syndicaliste. Parce que Chronopost, c'est quoi le lien avec la Poste? Aboubacar l'a dit tout à l'heure, c'est une filiale de la Poste. Bon, voilà. Et alors évidemment, c'est le donneur d'ordre. Voilà. Et effectivement, c'est une filiale mais qui nie. Alors là, Chronopost, c'est une filiale de la Poste, mais la Poste nie l'existence des sans-papiers dans son entreprise. Voilà. Et c'est bien le problème. C'est bien un des gros problèmes qu'on a eu dans cette lutte. Alors, il y avait dans la lutte sur le piquet Chronopost, il n'y avait pas que des gens qui ont travaillé à Chronopost, il y avait d'autres travailleurs. Mais bon, si on parle principalement de ceux qui ont travaillé pour Chronopost, donc pour la Poste, oui, la Poste a nié ses responsabilités. Voilà. Et quand je disais que c'était un des gros problèmes, c'est que ils ont dû, en niant leur existence, ça a empêché d'avoir les documents nécessaires pour leur dossier de régularisation en préfecture. Mais vous avez saisi l'inspection du travail, je suppose. Oui, mais ça c'est un vaste problème. Elle a été saisie, mais sauf qu'elle a fait croire qu'elle a mené une enquête. Elle a fait croire qu'elle a mené une enquête. En réalité, voilà. Aboubacar et ses camarades peuvent le dire, ils ont jamais vu un inspecteur rentrer, ou même s'il est rentré, alors peut-être qu'il est rentré, mais en tout cas, ils ont même pas été interrogés. C'est-à-dire qu'ils ont été présents 3 ans en piquet de grève, et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un qui était venu enquêter, il les a pas vus, il les a pas trouvés. Visiblement. Et alors qu'ils sont plantés juste devant la grille, ça se voyait bien, donc non, il y en a aucun, ils sont même pas venus demander, on voudrait rencontrer. L'enjeu, c'est peut-être que je relis un des tracts, que la Poste a été condamnée en tant que pour non-respect du devoir de vigilance en décembre 2023. Et en fait, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est pour la Poste de faire croire qu'elle n'est pas au courant. Si je comprends bien, parce que alors j'ai cru comprendre qu'à DPD, ça a été un peu différent l'inspection du travail. Non, il me semble qu'il y a eu une enquête qui a pu être menée et un recours. Ou pas, je sais pas si ça a abouti. Christian, dis-moi. Oui, au bout d'un mois, il y a un inspecteur du travail qui est venu sur le piquet à l'entrée et qui nous a abordés. En plus, j'étais là et on lui a donné le tableau des situations des camarades avec les feuilles de les mois des feuilles de paye. Et il est allé, il est rentré sur le site, et y compris, il a constaté qu'il y avait cohérence entre ce qu'on lui disait sur les mois travaillés des camarades dehors, où il avait aussi leur alias, et ce qu'il pouvait constater à l'intérieur. Donc, il a poursuivi ça en cherchant à faire une conciliation. Donc, alors que on n'arrivait pas à voir le moindre responsable, on s'est retrouvé avec les délégués DPD, avec Sud Post 91, dans la Drietz du 91,
avec en face de nous... Alors la Dryade, c'est pour tout le monde, hein, c'est en gros l'inspection du travail. Pour aller vite. Oui, c'est les services du ministère du Travail départementaux. Donc on s'est retrouvé avec en face de nous de Richebourg intérim, de Richebourg... les mêmes. Les mêmes, y compris même avec quelqu'un de DPD. Donc la conciliation, il y a eu une réunion, puis 2 réunions, puis comme en fait ça ne débouchait sur rien, avec les propositions de Richebourg, c'était de donner de façon dérisoire des CERFA, un nombre dérisoire de CERFA, y compris en ne reconnaissant qu'une toute petite partie des heures travaillées par les gens. Donc à la fin, nous on s'est énervé, mais l'inspecteur du travail s'est aussi énervé. Donc il a conclu son enquête par un mémoire et il a transmis au procureur de la République. En fait, c'est le ministère du Travail qui a porté plainte contre DPD, à la fois DPD, de Richebourg et Mission Intérim, parce que la majorité des intérimaires du site de Coudray-Monceau étaient de Richebourg Intérim, mais tu as une petite partie sur d'autres boîtes d'intérim, en particulier sur Mission Intérim, qui avait à peu près 20% des intérimaires. D'ailleurs, c'était un parcours. L'intérimaire était d'abord Mission Intérim, et si de Richebourg trouvait qu'il bossait bien, il passait de Richebourg Intérim, pour que la plus-value soit empochée entièrement par eux. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade. On va faire une petite pause musicale et on reviendra sur les responsabilités de l'État et des employeurs après notre petite pause musicale. Radio Ems. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour. J'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village, emportant pour seul bagage des restes de rêves d'enfants, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous? Je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous.
J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. 1000 fois j'ai fait ce rêve. 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. Donc on reprend notre débat avec Aboubacar, Dominique et Christian. Alors, il y aurait beaucoup de choses encore à raconter, mais en fait, qui est responsable selon vous? C'est les employeurs, c'est les sous-traitants, c'est l'État? Qui est responsable de cette situation qui est complètement hypocrite en réalité? Oui, c'est très hypocrite. Alors oui, mais c'est un peu tout le monde. Hein, c'est l'État, c'est les employeurs, ils sont tous responsables. Ils se soutiennent, enfin les uns soutiennent les autres, enfin ou protègent. On va plutôt dire Mais la préfecture, par exemple, l'État protège les employeurs. Que fait la préfecture? Alors du Val-de-Marne, on va la nommer puisque là c'est Alfortville, mais les autres, on pourrait aussi en dire tout du bien. Christian, il a envie de dire du bien des préfectures, je pense. En fait, c'est pas tellement les préfectures. Pour moi, la responsabilité principale émane de l'État et des contraintes qui mettent. C'était premièrement l'autorisation de travail, le fait que les étrangers, il y a une loi d'exception. Il faut appeler ça une loi d'exception. Il y a pour les étrangers non européens, il doit y avoir une autorisation de travail. Et donc, à partir du moment où il y a un certain nombre, toute une population, toute une main d'œuvre qui est pas autorisée à travailler, du coup, ça a généré un patronat qui pioche dedans. C'est dans ce sens. Évidemment, après, les deux se renforcent, et on peut mettre aussi les sans-papiers dans la boucle, hein. Les sans-papiers, les employeurs, ceux qui emploient les sans-papiers, et l'État qui fait les règles, mais la responsabilité première et qui crée ce système avec un marché de la main-d'œuvre sans-papier, c'est l'État. Et ça remonte en fait au circulaire Marcellin-Fontanet de 1973-74. Hein. Où à partir du moment où avant l'ONI, ça a jamais marché, donc en fait les gens arrivaient en France et se faisaient régulariser immédiatement dès qu'ils étaient employés. Mais après, à partir du moment où il y a eu un interdit, de fait, il y a une population qui a grandi, qui a de plus en plus nombreuse, dans lequel les employeurs, de fait, ça les rendait plus compétitifs par rapport à d'autres employeurs, et comme ils sont en bataille permanente les uns avec les autres, du coup, ça a généré un patronat qui utilisait cette main-d'œuvre. Aboubacar, tu voulais... Oui, les responsables, Dominique il a dit, Christian aussi, les responsables de l'exploitation, c'est les patrons. Et qui permet aux patrons de faire cette exploitation-là, c'est l'État. C'est l'État qui fait des règles et qui fait que les patrons peuvent profiter d'une personne en situation irrégulière. Donc la responsabilité de l'exploitation, c'est sur les patrons. Et la responsabilité de pousser les gens dans le même patron voyou, c'est l'État. Alors nous, les responsables des Chronopost et des DPD, c'est des entreprises qui appartiennent à la Poste. Donc là, chez la Poste, l'État est un national stratégique. Donc les vrais coupables, c'est l'État. C'est l'État qui nous maintient dans la situation irrégulière. C'est-à-dire d'un côté, il vous embauche de façon irrégulière et d'un autre côté, il vous empêche de vous régulariser, en fait. Il nous empêche dans cette situation-là. Il fabrique d'autres personnes dans cette situation-là. Parce qu'il y a des personnes qui perdent leur carte au renouvellement. Et derrière tout ça, ils nous exploitent. Oui, là, on n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une série de personnes qui étaient en situation régulière, qui, faute de pouvoir avoir un rendez-vous dans les préfectures, ne peuvent pas faire renouveler leur carte, et résultat, se retrouvent de nouveau sans papier d'une certaine façon. Alors moi, je voudrais revenir juste 2 minutes, parce que le temps passe très très vite avec vous. Moi, je vous ai rencontré très souvent, et pas seulement dans des manifs de sans-papiers, donc vous avez été présent, peut-être le rappeler, parce que les auditeurs ne le savent pas, dans énormément d'initiatives. Est-ce que vous pouvez juste en citer quelques-unes ?
Oui, on a été dans les manifestations qui ont été contre la réforme de la retraite. On a été dans toutes les manifestations contre la réforme. Et les personnes disaient, mais les sans-papiers, qu'est-ce qu'ils font là? Et nous, on est concernés, plus que tout le monde. Parce que déjà, les boulots les plus pénibles, c'est nous le font. Et les salaires les plus indignes, c'est nous le recevons. Et s'il faut qu'on continue à travailler jusqu'à 64 ans, en faisant marteau-piquet ou à se tenir derrière un camion de poubelle ou en déchargeant le camion chez Chronopost ou DPD, ou en faisant la planche dans la restauration, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à la retraite. Et surtout, les années qu'on a déjà travaillé, étant sans papier, c'est la solidarité qu'on a fait, on n'en bénéficiera jamais. Bien sûr. Ça tombe dans l'eau. Et l'État, ça Donc, c'est juste aussi une réponse à ceux qui disent que vous venez piquer les allocations sociales en France. En fait, vous cotisez plus que tout le monde et vous en percevez beaucoup moins que tout le monde. Oui, les allocations, on n'a même pas étant sans papier. C'est le truc que certains puissent avoir. On dit certains, parce que c'est pas tous les sans-papiers qu'il a. C'est aide médicale d'État. Et ce truc-là, ça permet juste d'avoir un Doliprane. Oui. Qui disent, on va refaire nos nez et tout ça. Tout ça, c'est des bêtises. C'est pas vrai. C'est diviser pour mieux régner. Donc nous, on fait partie de la classe ouvrière française aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais te donner la parole, Christian, parce qu'il va falloir que tu nous présentes quand même un peu l'historique du collectif travailleurs sans papier de Vitry, mais que plus seulement à Vitry. Donc, tu voulais rajouter un mot, et puis tu enchaînes là-dessus. Donc, en fait, les sans-papiers, ils vont cotiser toute leur vie, même une fois en règle. Ils vont déjà avant. À partir du moment où le travail est déclaré, ils sont soit à leur nom, soit sous alias, ils cotisent. Après avoir été en règle, ils continueront à cotiser, mais ils toucheront jamais de retraite, puisque ils n'auront pas le nombre de trimestres nécessaires. Et donc régulièrement à chaque manif retraite, chaque fois qu'il y a une réforme pour repousser l'âge de la retraite, on s'est retrouvé dans la rue avec un tract qui expliquait ça, qui expliquait qu'en plus les sans-papiers ont en commun avec d'autres catégories de personnes, ceux qui les femmes qui ont arrêté le travail à un moment donné, ceux qui sont au RSA. S'ils ont au RSA pendant quelques années, ils leur manqueront plusieurs années de cotisation et ils seront dans cette situation à cotiser toute leur vie et jamais touchés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais sinon, en fait, on est concerné. Les sans-papiers sont concernés par à peu près toutes les manifs. Que ce soit les chômeurs, que ce soit le climat, il y a toujours, on tire le fil de la pelote et il y a toute la pelote qui vient, parce que tout a une incidence. Le climat, c'est pourquoi les gens sont là, c'est en réfugiés économiques, mais aussi parce que les récoltes sont mauvaises. Chômeurs, c'est évident qu'il y a un lien entre toutes les attaques qu'il y a sur les chômeurs et la situation des sans-papiers, avec le rêve des gouvernements, c'est de remplacer les sans-papiers par des chômeurs, donc on leur met la pression dessus. Mais comme en même temps le travail se dégrade, ça ne marche pas. Il y a toutes les attaques, en fait, les sans-papiers sont concernés, ont des raisons de se retrouver dans les manifs, et se retrouvent souvent, effectivement, dans ces manifs-là. Puis comme l'a très bien dit Aboubacar, ils sont membres de la classe ouvrière. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? En plus, tu as écrit un livre sur une des luttes, une des nombreuses luttes que le collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry a animé avec Solidaire aussi, et évidemment les sans-papiers eux-mêmes. Alors j'en profite pour la pub, ça s'appelle Postier sans-papiers, c'est un récit d'une grève, c'est aux éditions Sileps, et c'est sur la première lutte Chronopost en 2019, donc 7 mois de lutte. Et pour enchaîner avec ta demande, il y a à la fin la chronologie du collectif sur son histoire. Donc pour aller vite, il apparaît en 2008. Et en fait, c'est une initiative. À l'époque, j'étais dans une cellule d'une organisation communiste. Donc, il y avait des camarades dans RESF. Il y a moi-même Réseau Éducation sans frontières. Bravo. Moi-même, j'étais à l'usine dans Vitry, en bord de Seine, l'usine de chimie Ronde-Poulain, avec des liens avec le foyer des Ardoines à côté, où il y avait eu un collectif. Il y avait aussi un camarade qui venait de la lutte du foyer Nouvelle-France à Montreuil, donc un délégué, un jeune délégué, et donc qui nous donnait un lien avec l'autre foyer, le foyer Concorde. Donc sur cette base-là, on a profité d'une manifestation faite par RESF, Réseau Éducation sans frontières, et pour avoir un premier groupe de gens, et c'est comme ça que s'est bâti le collectif. Au début,
en lutte contre les contrôles entre le foyer des Ardoines et la gare. Alors, si je peux me permettre juste une intervention, parce qu'encore aujourd'hui, la police sait très bien où elle contrôle, elle cible des zones quand elle a décidé de... Alors là, les zones, c'était particulièrement pervers, puisque c'était après 7 heures du matin, sur ceux qui allaient au boulot, entre la gare des Ardoines et le foyer des Ardoines, ou alors, le soir, foyer Concorde, entre le foyer et là où se faisaient les cours de français. Donc, on a fait une bataille là-dessus. On a relativement, pas tout de suite, mais on a relativement gagné. C'est-à-dire, en gros, la police a cherché à arrêter de harceler. Et on a ensuite cherché à avoir des papiers. Ce qui a pas tellement marché pendant plusieurs années, mais avec la circulaire Valls, on a pu déposer, on a pu faire des dépôts collectifs, d'autant plus qu'on avait occupé, c'était la DRIET à l'époque, ça s'appelait la Direct, on avait occupé l'inspection du travail et donc ça les avait un peu traumatisés. Et donc on avait la possibilité de dépôt, donc on a peut-être eu sur plusieurs années une quarantaine de dossiers qui sont passés avant que les ponts soient complètement coupés. Après on a fait une campagne avec deux autres collectifs, Droit Devant, et CSP 93 et l'intersyndicale de l'inspection du travail, où on faisait des occupations des unités territoriales de l'inspection du travail, et même le moment le plus emblématique, c'est la Tour Javel, le centre du ministère du Travail, là où se préparait la loi El Khomri. On a occupé la loi El Khomri au moment où c'était discuté dans l'Assemblée nationale, donc 36 heures, ce qui est au 13e étage, on était difficilement délogeable. Donc tout ça, c'était pour changer la loi. Bon, c'était un objectif illusoire, à 300, disons. Et après ça, on a fait partie d'une campagne, qui ciblait sur le travail. Et nous, on a organisé des gens qui étaient sur Chronopost, et on a pris au pied de la lettre cette campagne qui se faisait avec les CGT et avec d'autres collectifs. Donc on a commencé à occuper un matin le parking de Chronopost, et c'est comme ça qu'on a mené cette lutte de 7 mois, d'où ce livre qui en est issu. Donc je raconte le détail. Cette grève de 2019, quand même, 27 salariés de Chronopost, enfin tous les Chronopost de l'époque régularisés. Sans critères. Sans critères. Et 46 autres travailleurs sans papier d'autres entreprises aussi régularisés. Donc, on voit bien aussi que la décision de l'État, elle peut se passer des circulaires, etc., quand ils l'ont décidé. Voilà. Et on va peut-être justement un petit peu enchaîner, parce que je suis pas aussi naïf que ça. Je sais qu'il y a des liens entre le collectif des travailleurs sans papier de Vitry et Sud PTT et Solidaire 94. Donc, il y a eu des liens depuis un moment, entre autres la grève de Chronopost de 2019. En quoi, toi, Dominique, qu'est-ce que tu peux nous dire d'un point de vue syndical sur les luttes? Christian en a un peu parlé, parce qu'il a aussi parlé de la CGT qui est présente sur c'est un certain nombre de grèves de sans-papiers. En quoi c'est une question importante? Puis après, j'aurai une question pour te taquiner un petit peu, comme tu me connais. Comme je l'ai dit en entrée, c'est que je suis secrétaire du syndicat Sud PTT, et puis on fait partie de l'Union syndicale solidaire. Voilà. Je rappelle, Sud PTT Val-de-Marne, Solidaire Val-de-Marne. Là, on parle d'une lutte de sans-papiers, de travailleurs sans-papiers. Donc, dans travailleurs sans-papiers, il y a travailleurs. Sud PTT organise la défense, les intérêts des postiers. À partir du moment où Chronopost est une filiale de la Poste. Voilà. Et pour nous, c'est des postiers, tout simplement. C'est des postiers, c'est des camarades de travail, de lutte. Voilà, c'est tout. Et donc, il était évident qu'à partir du moment où ils sont venus nous chercher, pour les aider à organiser leur lutte, que ce soit celle de 2019 ou celle de 2021, c'était évident qu'on devait être dans la partie. Voilà. Et Solidaire, effectivement, comme tu l'as dit dans la présentation, Solidaire Val-de-Marne est en lien avec le CTSPV depuis le collectif des travailleurs sans papier de Vitry depuis un certain nombre d'années. Alors moi, j'ai quand même une réflexion, parce que il y a les Chronopost, là c'est la filière Poste, etc. Mais il y a aussi tous les autres
qui sont sur le piquet de grève et qui aussi revendiquent légitimement des papiers. Moi, ce que je trouve intéressant dans le collectif des travailleurs sans papier, et c'est quand même une question syndicale, c'est ils sont capables d'organiser aujourd'hui des travailleurs précaires, ce que les syndicats ont énormément de mal à faire en réalité. Est-ce que c'est pas aussi ça? Je vous pose un peu la question. Pas un modèle, mais en tous les cas, une source de réflexion pour un niveau de syndical. Aujourd'hui, on a eu, il y a quelques semaines, des élections sur les TPE où il y a 5 millions, je crois, de travailleurs dans les TPE. Donc, monter des sections syndicales dans des toutes petites entreprises, c'est assez illusoire. Mais comment est-ce que, justement, le syndicalisme ne devrait pas repenser son organisation? En plus, les copains sans papier sont un exemple, mais il y en a d'autres, les intérimaires, ils changent de patron très souvent. Donc, les organiser sur un champ professionnel fixe, est-ce que c'est aujourd'hui la réponse adaptée, en tous les cas, à ce salariat-là, ou est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres choses? Oui, je veux bien répondre. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que font ceux qui sont pas de Chronopost ou de DPD. Alors pour RSI, c'est différent. Là, on a lancé en fin 2021 3 luttes. Alors tu rappelles RSI? RSI, c'est une boîte d'intérim qui était sur le boulevard Magenta, qu'on a occupé pendant quelques heures, à une centaine. Donc là, c'est ce qui unifiait les gens, c'était le fait d'être salarié RSI. Donc c'est de l'intérim. Par contre, pour DPD et pour Chronopost, ça c'était une stratégie discutée avec SudPTT, c'était de taper le donneur d'ordre. Parce que le donneur d'ordre est plus fragile. En gros, si on dit de Richebourg, c'est des gangsters et c'est des voyous, tout le monde est au courant. Mais quand on dit, comme sur la banderole, la Poste exploite des sans-papiers, ça surprend. Et en fait, on a reproduit une tactique de lutte qui avait été adoptée par Sudrail Saint-Lazare plusieurs années avant sur les maîtres chiens qui ont été présentés comme des cheminots. Et apparemment, ça a été pris par le personnel relativement bien. Et donc, ils étaient considérés comme des cheminots. Eux-mêmes se considéraient pas comme des cheminots, de la même façon que les sans-papiers de Chronopost DPD se voyaient pas comme des postiers. Mais politiquement, ils étaient des postiers. Et puis, en fait, il suffisait de rappeler l'histoire où c'était des fonctionnaires qui faisaient trier les colis à une époque. Et donc, en ça, c'est aussi du syndicalisme qui recompose le collectif ouvrier. Et alors il y a une autre recomposition qu'on fait, c'est à travers les piquets, où c'est pas simplement les gens de l'entreprise qui sont dessus, contrairement par exemple aux grèves CGT. Ceux qui veulent participer à la lutte, qui arrivent en renfort, ils peuvent venir. On leur dit, attention, si on a une ouverture, c'est les gens qui ont travaillé qui vont être privilégiés, et que ceux qui arrivent en renfort ne peuvent n'avoir un dépôt, ça peut être que dans un deuxième temps et avec moins de chance. Mais par rapport à ceux qui arrivent, s'ils ont un problème avec un patron, un licenciement, on s'en occupe. Si on doit batailler, ce matin, je suis allé par rapport à un gars qui s'est fait licencier par Gilbert Propreté, donc pour se faire signer une pétition et pour lui. Pour bientôt, on va aussi s'occuper d'autres entreprises comme on peut citer, non? Dembélé me dit de ne me taire. Bon, en fait, ça c'est du syndicalisme aussi. On l'a fait en 2019. Ça c'est décrit dans le livre. Il y avait un camarade qui travaillait sur Samsic. Il y en a qui travaillaient sur Atalian, donc on s'est occupé d'eux, et donc on a y compris obtenu des CERFA sur Trio aussi, un certain nombre de CERFA avec comme appui toute la force qu'avait le piquet Chronopost pour s'occuper de l'intérêt. On part d'un ancrage par rapport à une entreprise précise, mais ça permet d'agglomérer des forces. Ça permet de les utiliser, mais évidemment pas tout le monde. C'est-à-dire, on peut pas. La lutte principale reste ciblée sur l'entreprise qui organise le piquet, mais on a pu faire plusieurs fois. Pas pour tout le monde et pas autant qu'on aurait voulu, mais on a pu faire des actions pour obtenir des résultats sur d'autres camarades qui après pouvaient servir au moment du dépôt. Oui, au moins obtenir les documents administratifs. Voilà. Dominique, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce que je crois, on a parlé de Chronopost, de DPD, de RSI, voilà. La lutte, elle a été commune. Les piquets se sont démarrés c'était de semaine en semaine, on va dire, grosso modo. Voilà. Donc, mais moi, je pense que tu me demandais syndicalement ce que ça pouvait représenter, mais
moi, je pense que ça dépasse. Oui, il était important. On vient nous chercher et puis on organise des travailleurs, donc c'était normal qu'on soit de la partie. Mais moi, je pense que ça va au-delà. Ça va au-delà parce que cette lutte, elle concerne pas que les sans-papiers. Elle ne concerne pas que les immigrés. Ça, pour moi, tout le monde doit tous les travailleurs doivent se sentir concernés. Et c'est en ça qu'il faut élargir. C'est-à-dire que si on peut gagner, comme en 2019, 73 cartes, on peut localement gagner quelque chose. Sauf que ça n'ouvre pas à tout le monde. C'est que en France, on estime qu'il y a 700 000 sans-papiers. Voilà, je crois. Je sais pas si ça a augmenté, mais il y a quelque temps, 1 ou 2 ans, on disait il y a 700 000 sans-papiers. Bon, qu'est-ce qu'on fait des autres? Voilà. Et non seulement, quand je dis que ça concerne tout le monde, c'est pas seulement pour obtenir des papiers pour que tout le monde puisse vivre dignement, mais c'est aussi que Aboubacar, il le dit très souvent dans ses prises de parole lors des rassemblements ou des manifestations, c'est que tout ça tire vers le bas. Garder que les employeurs gardent des sans-papiers ou utilisent des sans-papiers, ça tire, ça leur permet eux de tirer vers le bas les salaires et entre autres et les conditions de travail. Donc c'est en ça que si tout le monde, moi je pense qu'il faut que tous les travailleurs se sentent concernés parce que la bataille de l'un rejoint la bataille de l'autre. C'est ce que je disais un petit peu dans la chronique. Il y a Anthony Edo, qui n'est pas du tout un gauchiste, qui est un économiste de l'immigration, qui dit qu'une régularisation massive dans un secteur fait monter les salaires de tous les travailleurs du secteur et toutes les travailleuses. Et pas les sans-papiers, bien sûr, mais aussi les autres. Donc c'est bien l'intérêt de classe commun qu'il faut aussi envisager et qu'il faut peut-être expliquer à tous les salariés, parce que tout le monde, malheureusement, ne se sent pas concerné. Il reste un tout petit peu de temps, donc Christian, tu as la parole et puis je fais une petite conclusion. Si c'est le même spécialiste, mais au cache à investigation, t'as un gars qui dit ça. C'est ça. Et en fait, c'est la même chose que ce qu'elle dit, que ce que Dominique dit. C'est-à-dire si ça tire tout le monde vers le bas, c'est à l'inverse de ce que dit le gars que la régularisation dans un secteur ferait monter les salaires. Et donc de toute façon, même certains journalistes de droite le reconnaissent que si les patrons disent qu'ils n'ont pas de gens qui pour bosser, c'est qu'ils donnent pas des salaires assez forts. Et donc après, ils emploient des sans-papiers. Voilà. Est-ce qu'on a oublié de dire des choses? Ah oui, j'oublie. Surtout, nous, on avait des personnes sur les piquets de Chronopost qui n'ont pas travaillé chez Chronopost. Pourquoi? Parce que tout seul, les préfectures sont inaccessibles. Tout seul, vous déposez un dossier sans un rapport de force, vous vous retrouvez à la fin avec une obligation de quitter le territoire. Alors aujourd'hui, c'est pour ça, on a dit, Dominique l'a dit, pour améliorer les conditions de travail, pour que les SMIC augmentent, il faut que toutes les travailleuses et tous les travailleurs aient les mêmes droits. C'est pour ça, nous, on se bat pour l'égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous, une retraite digne pour tous. Oui, il faut quand même expliquer, parce qu'on a peut-être oublié de le dire tellement c'est évident. Aujourd'hui, déposer un dossier de régularisation dans une préfecture, c'est un parcours du combattant. C'est pour ça que la question du dépôt collectif qui est posée à travers les luttes, elle est aussi essentielle. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous, c'est grâce au numérique qu'on ne peut pas avoir de rendez-vous en réalité. Et y compris ceux qui rentreraient, alors avec la circulaire Retailleau, ça va être bien plus difficile, mais même ceux qui rentraient dans la circulaire Valls, avec tous les défauts qu'elle avait, ne peuvent même pas déposer un dossier. Donc on en est là aussi dans ce pays. Alors il y a ceux qui peuvent pas renouveler leur carte alors qu'ils sont en situation parfaitement régulière. Et il y a ceux qui ne peuvent même pas faire valoir leurs droits parce qu'on en est là dans ce pays. Voilà. Est-ce que vous voyez des mots ajoutés les uns et les autres? Il y a un truc moi qui m'énerve particulièrement, c'est y compris ceux où la carte a été acceptée, elle a été fabriquée, elle se retrouve dans la préfecture, mais comme le SMS n'est pas envoyé, donc ils se retrouvent sans papier au bout d'un moment. Ou alors ils récupèrent après avoir donné un timbre à 225 €, ils récupèrent une carte qui se périme dans quelques jours. Oui, il y a des cartes valables 1 an qui finalement ne fonctionnent que 6 mois. Voilà, même et des fois beaucoup moins. Là, il y en avait le cas dans une réunion de quelqu'un d'un dossier, la personne va le retirer et ça se termine dans 4 jours. Mais elle a donné 225 € quand même pour ces 4 jours. Oui, alors donc aussi pour conclure cette émission, la circulaire Retailleau vient de tomber. Elle est assez terrible pour ceux qui l'ont lu et qui comprennent ce qu'il y a dedans. Peut-être, Christian, si tu peux nous en parler. Et puis, on enchaînera sur les luttes à venir parce que là, il y a encore plus de raisons de se battre
pour les mois à venir, parce que je crois que c'est pas que pour les semaines. Donc le coup de massue de la circulaire Retailleau, c'est les 7 ans. C'est le septennat. Explique. Les 7 ans. Donc avec la circulaire Valls, on pouvait déposer un dossier au bout de 5 ans si on avait 8 feuilles de paie et au bout de 3 ans si on en avait 24. Donc ça pouvait laisser un espoir à des camarades qui cherchaient de toute façon un travail à s'intégrer, ne serait-ce que pour envoyer de l'argent au pays, mais en plus ils avaient ainsi les moyens d'avoir une régularisation plus rapide, quoi. Et là, les 7 ans, c'est vraiment un coup de massue sur toutes ces personnes qui vont se retrouver relativement en désespérance et qui ont comme perspective que de se faire surexploiter pendant ces 7 ans par un patron. Et l'autre aspect, mais ça, c'est pas la circulaire, c'est la loi Darmanin, c'est les 3 ans d'OQTF. Explique, OQTF. Obligation de quitter le territoire français avant Darmanin, ça, au bout d'une année, c'était caduc, c'est-à-dire pendant une année, on pouvait pas présenter de dossier, mais si on présentait un dossier un peu plus d'1 an après, l'instruction ne tenait pas compte de l'OQTF. Et là, c'est 3 années, et y compris après, l'instruction peut tenir compte de cette OQTF qui pourtant est caduque. Donc là, 7 ans et ne pas avoir d'OQTF, ça veut dire ne jamais avoir été arrêté. Or, il y a des contrôles, vous savez bien, pour aller au boulot, pour revenir du boulot. Et donc, c'est pas fréquent. Impossible. En réalité, c'est impossible. Si, quand même, il y a des gens qui n'ont jamais été arrêtés, mais il y a une forte proportion de gens qui se retrouvent avec des OQTF et du coup, ça va être un OQTF à vie. Oui, alors juste peut-être, donc les mobilisations à venir au mois de février, Aboubacar, vous avez parlé d'une date, j'ai pas retenu. Oui, ce sera le 12 février, on partira de l'IPEC de Créteil jusqu'à la préfecture de Créteil avec ERSF dans le cadre des Bouche-ta-Pref pour demander l'ouverture des guichets et régulariser. Et au suivant, je suppose, parce que vous avez été présent, je l'ai noté quelque part, sur Bouche-ta-Pref, toutes les opérations qui sont menées, qui vont être menées dans les semaines à venir, parce que il y en aura d'autres après notre émission. Et ça concerne tout le monde, pas seulement les immigrés et les travailleurs sans papier. L'idée, c'est aussi de faire que les permanences, il y a beaucoup d'associations et de syndicats qui ont des permanences, en faire des lieux militants qui organisent les gens. Alors, parce que souvent, les gens viennent, on leur rend service et ils disparaissent. Donc là, ils vont venir. De toute façon, les portes se ferment et il faut absolument que ces permanences de toutes sortes, syndicales ou associatives, se transforment en lieux militants. Merci Christian. Eh bien écoutez, moi je sais pas, ça me fait penser à un vieux mot d'ordre qui était syndical ou pas d'ailleurs, qui disait « Français immigrés, même patron, même combat ». Je pense que c'est pas mal comme conclusion. Oui, tout à fait. Donc Franck nous a piloté à la technique et merci à lui parce que sans lui il n'y aurait pas d'émission. Merci Dominique, merci Aboubacar et merci Christian d'être venus et puis on essaiera d'être... Alors on rappelle quand même le livre de Christian, il me le refait voir comme quoi j'allais oublier. Postier sans papier, resté d'une grève, une belle victoire en 2019. Y compris pour ceux qui ont été modestement dans le soutien, ça a été un moment assez extraordinaire et puis gagner ensemble, il n'y a rien de meilleur.